Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Michèle Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire départementale du Rassemblement national dans le Rhône. Oui. Alors l'extrême droite se qualifie pour la deuxième fois en 3 ans, en 20 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et pourtant, dimanche soir, il n'y avait pas de grande soirée à Lyon des militants RN. Vous-même, vous étiez assez seul en préfecture. Est-ce que c'est la victoire d'un parti sans cadre? Alors d'abord, je vais répondre à ce que vous nous appelez l'extrême droite. C'est absolument faux, nous ne sommes pas l'extrême droite. On se défend de ça. Vous savez que l'extrême droite ne se reconnaît pas dans l'élection. On n'a rien à voir avec l'extrême droite. Nous sommes la droite populaire, la droite nationale, la droite souverainiste. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, c'est vrai qu'on a été, non pas isolés, mais la plupart des militants, des futurs candidats, des cadres étaient assesseurs, étaient délégués dans le bureau de vote. Donc c'est vrai qu'ensuite, pour se retrouver sur 20 heures ensemble, c'était un petit peu compliqué. Puis moi, j'ai été très sollicitée par la presse aussi. Je ne suis pas pour m'entourer d'une cour de personnes. Je suis allée moi-même toute seule donc, vers la presse. Je ne vois pas où est le problème. Ce qui est étonnant, c'est de vous voir aussi peu entouré, de voir qu'il n'y a pas de... qu'effectivement, vous êtes un parti qui manque de cadre aujourd'hui. Beaucoup sont partis pendant la campagne chez Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Revenez à la maison, tout est pardonné? Alors, non. Ceux qui sont partis étaient partis déjà bien avant la campagne électorale. Vous voulez, je pense, faire référence à M. Méliès, à Mme Marion, d'accord? Donc ils étaient partis déjà au moins depuis 3 ans. En plus, nous avons des nouvelles personnes qui sont arrivées, qui seront d'ailleurs des candidats aux législatives, que vous allez connaître, des personnes de qualité. Et moi, je me fais la réflexion que ces départs n'ont pas été non plus forcément une mauvaise chose, parce que ça a permis que d'autres personnes puissent justement émerger. Sinon, les capacités à être sur des élections, sur des têtes de liste, sont toujours confisquées par les mêmes. Voilà, donc on aura l'occasion de pouvoir rencontrer, vous verrez, des personnes de qualité très intéressantes. En partant, ces dissidents du RN ont eu des mots assez durs, dénonçant une secte familiale, disant qu'il n'y avait pas de démocratie militante en interne, que c'était une PME au service de la famille Le Pen. Ce sont des critiques qui sont récurrentes chez les dissidents du Front National avant, du RN aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité? Ça veut dire qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Quand on part, forcément, on est aigri. Donc, forcément, on a des choses négatives à dire. Moi, c'est des choses qui ne m'intéressent pas des masses. Je veux dire, c'est pas ça qui fait avancer les choses. C'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. Alors, le second tour est annoncé assez serré, ce qui veut dire que pour la première fois, une candidate d'extrême droite est en capacité de gagner l'élection présidentielle. Bon, c'est mes analyses, moi je les maintiens. Pour gouverner, ça veut dire qu'il faut être capable non seulement de former un gouvernement, mais il faut être aussi capable de procéder à des milliers de nominations pour faire fonctionner l'administration, les ambassades, les agences gouvernementales. Où est-ce que vous allez trouver les ressources pour le faire? Alors ça, il faut poser la question à Marine Le Pen. C'est elle qui va organiser, je pense qu'elle a déjà une idée quand même bien précise des personnalités qu'elle voudra nommer au niveau des ministères et ailleurs. J'en ai pas la confidence, donc je ne peux pas vous répondre sur cette question-là, mais moi je lui fais confiance. Je sais qu'elle a un entourage autour d'elle et que pour nous, ce n'est pas une question, ce n'est pas une préoccupation. Je suis persuadée qu'elle a des personnalités qui sont en attente de nomination, qui sont des personnes d'ailleurs qui ne seront pas forcément du Front National ou du Rassemblement National, mais des gens qui viennent un petit peu peut-être de tous les spectres. Ça va peut-être même assez étonnant, je pense. Dans l'agglomération lyonnaise, on ne voit pas bien qui pourrait monter par exemple au gouvernement, si ce n'est vous-même peut-être? Ah non. Non, je ne pense pas que je serai appelée. Il faut savoir connaître aussi ses limites. Je ne pense pas avoir la capacité d'être ministrable. Je ne pense pas, non. Et on ne voit pas bien dans votre réservoir de cadres qui pourrait être appelé à avoir des fonctions nationales? Si, Andrea. Moi, je pense qu'Andrea Codarac a très vraisemblablement un devenir national. Il en a les capacités, il en a les qualités. Qui vient de LFI. Oui, mais on peut venir, encore une fois, le problème n'est pas de savoir d'où on vient, le problème c'est de savoir, c'est que quand vous vous intégrez dans une équipe politique, c'est de vouloir en défendre le programme, et je pense qu'Andrea là-dessus, on n'a aucune réserve, aucune inquiétude. Il est foncièrement, fondamentalement souverainiste, il défend Marine Le Pen à fond, moi je le suis, il est notre président à la région, et franchement, moi j'en suis vraiment très heureuse.
Si elle est élue, Marine Le Pen, on a entendu qu'elle avait beaucoup changé son discours sur l'Europe. Il n'est plus question aujourd'hui ni de sortir de l'euro, ni de sortir de l'Union européenne. Mais quand on regarde en détail, une grande partie de votre projet reste inapplicable si on maintient les règles, enfin incompatibles avec les règles européennes. C'est-à-dire que le projet, ce serait de bloquer l'Union européenne de l'intérieur ? Non, le projet, c'est surtout d'avoir à refondre l'organisation européenne. C'est en fait la Commission européenne qui pose problème. Ce que Marine Le Pen veut, comme d'ailleurs d'autres pays, comme la Hongrie, comme la Pologne, comme d'autres pays, c'est d'avoir à refonder une Europe des nations. C'est-à-dire donc sortir de l'Union européenne telle qu'elle s'est construite depuis telle qu'elle a été construite, oui, mais de la refonder autrement. Ça revient en fait à quitter l'Union européenne, puisque les principaux pays européens ne nous suivraient pas là-dessus. Je pense qu'il y a une grande partie des pays, au contraire, qui peut-être rêvent de ça, en discutent au niveau de Bruxelles. Il y a des réunions qui sont organisées, il y a des rencontres qui sont faites. Et je pense qu'au fil du temps, il est tout à fait probable de pouvoir construire autre chose que ce que nous avons au niveau de l'Union européenne. Et faire une Union européenne avec la Hongrie, qui refuse d'aider l'Ukraine aujourd'hui face à la Russie ? Alors, il ne faut pas tout mélanger les problèmes. Il y a la géopolitique d'une part, et puis il y a aussi l'organisation et la structuration. Chaque pays a sa conception des choses. On ne peut pas être jamais d'accord à 100% avec tout le monde. Ce qui est essentiel, c'est de se mettre d'accord sur une organisation de pays souverains qui puisse construire une Europe différente. Celle qu'au départ, je vous le rappelle, on nous avait proposé au niveau de Maastricht et qui a dégénéré sur toute autre chose avec une Commission européenne qui ne répond pas finalement, qui nous déçoit beaucoup et qui ne répond pas aux attentes finalement des pays, qui prend le pas, il faut quand même le reconnaître aussi, sur les assemblées nationales, sur la gouvernance nationale, et c'est ça que nous refusons, ça n'est pas normal. Alors un mot sur l'Ukraine, votre candidate s'est prononcée contre les sanctions prononcées contre la Russie. Est-ce que c'est moral ? Est-ce que c'est efficace même de continuer à financer la guerre en Ukraine en apportant 1 milliard d'euros par jour à la Russie pour acheter son pétrole, son gaz, son Vous savez, je pense que ce qui est d'abord absolument essentiel au départ, c'est de pouvoir résoudre ce problème donc, entre la guerre entre la Russie et puis l'Ukraine par des discussions, par des rencontres. Ce n'est pas en développant et en engageant finalement des armes dans tous les pays pour pouvoir continuer cette guerre en Ukraine. Il faut essayer au contraire de stopper la guerre par la discussion. Il ne faut pas aider les Ukrainiens à se défendre contre les Russes. Il faut aider les Ukrainiens d'une autre manière. On les reçoit déjà dans un premier temps pour éviter effectivement qu'il y ait trop de problèmes et trop de morts en Ukraine. On peut les aider de toutes sortes de façons, mais pas les aider à défendre leur territoire. Ça, c'est une question de géopolitique qui est très compliquée parce qu'à partir de ce moment-là, on rentre dans un système de guerre. Et nous, ce que nous avons peur, c'est que peut-être Vladimir Poutine, qui est une personne quand même assez incontrôlable, il faut dire les choses comme elles sont, puisse considérer qu'ensuite, après, l'Europe rentre en guerre contre lui. Il faut faire attention à ça. Je pense que c'est plutôt au niveau des ambassadeurs d'avoir à faire un véritable travail de contrôle, un travail... et le président de la République, je trouve que depuis quelque temps, d'ailleurs, on le trouve moins dans cette démarche. Est-ce qu'il a véritablement une parole qui compte pour Vladimir Poutine ? On en est de moins en moins certain. Vous n'avez pas répondu par contre sur le gaz et le pétrole russe. Est-ce que oui. C'est pertinent de rester toujours aussi dépendant de ces matières premières ? Il faut faire très attention. Quelles sont les conséquences financières pour nous ? Quelles sont les conséquences financières pour la population ? Le problème, il est là aussi. Il faut continuer à leur acheter leur pétrole, histoire d'avoir un pétrole pas cher en France. Non, mais il faut comprendre. Il faut pas comprendre les choses d'une façon aussi radicale. Il faut aussi être responsable par rapport aux conséquences que ça peut avoir pour nous, pour la population française, qui n'est quand même pas responsable de ce qui se passe en Ukraine, d'accord ? Donc, à un moment donné, on va arriver à un niveau de surenchère financière, de hausse des prix, ce qui est déjà très annoncé, et la population. Et nous, on va où alors ? Le dernier rapport du GIEC a conclu que nous avions 3 ans pour agir.
Pour vous, ce n'est pas un sujet de préoccupation? J'ai pas compris. Le dernier rapport du GIEC sur le climat, oui, nous avions 3 ans pour réagir. Pour vous, ce n'est pas un sujet de préoccupation? Sur le climat, on a un très grand programme, justement avec Andrea, avec les localistes. C'est un sujet, là, justement, qui nous intéresse énormément. Et je ne saurais pas répondre véritablement à la question que vous m'avez posée. Oui, donc c'est pas votre priorité. Non, je n'ai pas dit que c'était la priorité. J'ai dit que moi, Michel Morel, je ne suis pas suffisamment qualifiée pour pouvoir répondre à la question. C'est entendu. Dernière question peut-être sur le sujet de l'immigration. Vous souhaitez que désormais les demandes d'asile se fassent dans les ambassades des pays d'origine. Oui, absolument. Ça veut dire que pour un dissident chinois, un dissident afghan ou un dissident russe qui arriverait à fuir son pays, vous le renverriez à Pékin, à Kaboul, à Moscou pour faire sa demande? Alors, il faut faire la différence entre ce qu'est une personne qui demande à être un réfugié politique, et donc nous sommes terre d'asile de ce point de vue-là. Et puis, il faut faire les différences entre ceux qui viennent pour des raisons purement économiques. Voilà. Là, le programme parle des demandes d'asile qui devront se faire depuis les pays d'origine. Absolument. Les demandes d'asile, on est bien sur le réfugié politique, on n'est pas sur la demande économique. La différence sera faite sur par exemple, des Ukrainiens. Il n'est pas question de leur demander d'avoir à faire des demandes d'asile depuis l'Ukraine. Il faut savoir quand même faire les comparatifs. On ne peut pas globaliser, si vous voulez, ce genre de politique. Il faut voir cas par cas quelles sont, au niveau des pays, quelles sont les personnes qui demandent à rentrer dans le pays. Dans quelles conditions? Est-ce que ce sont des personnes en danger? Est-ce que ce sont des personnes qui viennent pour fuir finalement leur pays au niveau économique? Ce sont des choses qu'il faut... En général, les personnes qui sont en danger commencent par fuir leur pays et ensuite vont demander l'abri dans les pays où elles arrivent. Alors ça, il faut pouvoir déjà le prouver. On a beaucoup de personnes qui viennent et qui arrivent et qui demandent finalement l'asile politique, alors qu'en fait, ils viennent de pays qui ne sont pas en guerre. Donc, il faut savoir faire le distinguo. Il faut savoir être comment dire, logique aussi dans cette façon d'accueillir des populations étrangères. Après, c'est votre projet qui dit que les demandes d'asile doivent se faire depuis les ambassades des pays d'origine. Donc, ça s'apptique aux Afghans, ça s'applique aux Iraniens. Je pense que Marine doit préciser effectivement ce genre de distinguo qu'il y a entre l'immigration économique et l'immigration de personnes qui sont en danger véritablement dans leur pays. Et il faut conserver, la France, c'est son honneur aussi, est une terre d'asile, il faut savoir le conserver, c'est notre honneur. Michel Morel, je vous remercie. Oui. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.